Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ponycars. Dans ma précédente vidéo, nous avons découvert comment la contrebande a permis aux Américains de se fasciner pour les véhicules à haute puissance. Les années 60 ont alors vu la création de muscle cars, des voitures de sport attrayantes qui doivent une grande partie de leur popularité aux ponycars. Explication. Avant toute chose, n'hésitez pas à regarder ou re-regarder ma précédente vidéo sur les muscle cars, car elle explique en effet les mécanismes qui ont permis la création de ces voitures haute performance. Les muscle cars étaient donc des voitures de sport vendues à un prix relativement abordable afin que l'américain moyen puisse se la procurer. Mais les bourses les plus modestes, notamment les jeunes, n'avaient pas le pouvoir d'achat pour se les acheter, et c'est ainsi que naissent les petites sœurs des muscle cars, les ponycars. Les ponycars naissent au début des années 60 et ciblent une clientèle particulièrement jeune qui pour la première fois peuvent s'acheter des voitures neuves. Le groupe Chrysler, qui vient de lancer une gamme de voitures compactes, est parmi les premiers à proposer un petit coupé sportif, la Plymouth Barracuda. Lancée le 1er avril 1964, la Barracuda devient alors la toute première ponycar. Utilisant la plateforme de la Valiant, la Barracuda récupère alors nombreuses de ses pièces afin de faire le plus d'économies possible. En effet, les ponycars sont équipés à l'origine de petits moteurs à l'orientation sportive, mais doivent rester bon marché, ce qui les éloigne naturellement des hautes performances. Mais quand on parle de ponycar, c'est instinctivement une icône de l'automobile américaine qui nous vient à l'esprit, la Ford Mustang. C'est elle qui, grâce à son succès, inspirera le terme de ponycar, en référence au logo qui trône sur l'avant de la voiture. La Mustang est apparue sur une idée de Lee Iacocca. Il réussit à deviner les attentes des jeunes et présente la Mustang le 16 avril 1964 lors de l'exposition universelle, soit 15 jours après le lancement de la Barracuda. La recette était simple. Prenez une Ford Falcon compacte et intégrez-la dans une carrosserie intelligente aux proportions européennes, c'est-à-dire un long capot avant suggérant un gros moteur, un arrière court et une grosse calandre. Cette nouvelle voiture devait avoir un habitacle pour 4 passagers, ne devait pas dépasser 4,57 m de long et ne surtout pas coûter plus de 2500 $, ce qui permit d'offrir de nombreux équipements en option. Iacocca voulait que la voiture plaise aux femmes, mais voulait également que les hommes la désirent. L'idée est alors d'imiter le style des voitures sportives européennes, mais d'adapter les lignes au goût des jeunes américains. La Mustang doit avoir une grosse calandre comme une Ferrari, dotée d'un gros motif centré à la manière d'une Maserati, et si on s'intéresse plus finement au design, on retrouve une identité très proche de la Maserati 3500 GT au niveau du toit et une face avant très similaire au prototype Sebring de 1961. Mais la Mustang était dotée d'un avantage indéniable, son prix, un quart de celui de la Maserati. Les proportions de la Mustang sont bien pensées sans être révolutionnaires. En effet, la voiture intègre plusieurs éléments sur cette ligne de rupture, notamment avec une écope de refroidissement factice et ce que l'on appelle le cock bottle styling, c'est-à-dire une ligne qui s'affine doucement puis reprend soudainement du galbe à la manière d'une bouteille de Coca-Cola. Le succès fut tel que les Mustangs se sont vendus jusqu'à 60% au-dessus du prix catalogue et a permis à Ford de gagner environ 1 milliard de dollars au cours des 2 premières années. La popularité de la Mustang se fait également par sa présence dans des films, comme dans le James Bond Goldfinger ou encore dans la plus mythique des courses-poursuites avec Steve McQueen, Bullitt. Mais comme pour les muscle cars, la deuxième partie des années 60 va mettre en lumière la forme fastback qui va effiler les lignes de ces petites sportives au franc succès. L'évolution des ponycars se fait évidemment par le style, mais également par la puissance. Ces petites voitures sportives veulent grandir et deviennent de véritables muscle cars d'année en année. C'est le cas de la Barracuda qui, en 1967, lance la deuxième génération qui devient indépendante de la gamme Valiant. La Barracuda était alors une ponycar qui pouvait être transformée en muscle car avec l'ajout d'un moteur Chrysler EMI de la Roadrunner. C'est ce qu'a réalisé le préparateur Hurst Performance qui produit les 50 unités les plus puissantes du modèle de Plymouth pour les compétitions de dragster avec la Superstock. Mais le plus gros moteur disponible apparaît en 1969 avec l'option CUDA
qui permet d'intégrer l'énorme moteur Super Commando de Chrysler sous le capot de la voiture. Du côté de chez Chevrolet, on réagit avec la sortie de la première Camaro en 1967. Vendu en 250 000 exemplaires en seulement un an, le succès justifiera l'investissement pour le développement d'une deuxième génération en 1970. Il s'agissait d'un tout nouveau modèle, plus long, plus large, disposant de meilleurs éléments, ce qui lui donna un caractère plus dynamique. La carrosserie était nouvelle avec un toit de type fastback, tendance de l'époque. Mais dès la première génération, les clients pouvaient choisir différentes options afin d'améliorer l'esthétique ou la mécanique de leur véhicule, comme la SS et surtout la Z28. Mais la version la plus musclée de la Camaro est la ZL1, qui, construite à 69 exemplaires, est une des versions les plus rares du modèle, dont le moteur issu de la Chevrolet Corvette permet des performances hors du commun. Ford de son côté a une recette gagnante avec la Mustang. Celle-ci ne va que peu évoluer en termes de style, mais va tout de même se démarquer avec des versions plus sportives. Des transformations inaugurées par des préparateurs indépendants, comme notamment Shelby qui va faire de la Mustang une véritable sportive avec la Shelby GT 350. En 1967, la Mustang change avec de légères améliorations et dispose d'un plus grand compartiment moteur permettant d'installer sous le capot un moteur plus gros qui lance la commercialisation d'un nouveau modèle, la GT 500. Son moteur était en effet celui que Ford réservait aux Interceptor, c'est-à-dire aux voitures de la patrouille de police. Pour améliorer la réfrigération de la mécanique et réduire le poids, Shelby remplace le capot original de la Mustang par un capot en fibre de verre qui allonge le nez de la voiture et permet d'y ouvrir deux prises d'air. Les Shelby sont par ailleurs faciles à reconnaître grâce aux deux phares auxiliaires longue portée situés au centre de la calandre qui ont parfois dû s'écarter afin de respecter la loi de certains États. Avec le succès du préparateur Shelby, Ford réagit et lance également des versions sportives de sa Mustang, à commencer par la Mach-1. Avec une esthétique personnalisée, dotée d'un capot noir mat, plus de prises d'air et de gros moteurs, elle permettra à partir de 1969 d'attirer la clientèle vers des modèles plus radicaux. C'est ainsi que voient le jour les versions Boss 302 et 429, dans lesquelles sont installées des mécaniques dérivées des versions de compétition. Les Mustang Boss sont alors lancés comme des outils marketing, l'idée étant de présenter une Mustang très sportive inspirée des voitures de compétition pour augmenter les ventes. La Mustang Boss 429 est presque un modèle de course car le moteur est le même que celui utilisé dans la NASCAR, un V8 monté à la main par la société Kartcraft de Brighton. Grâce à ces versions sportives, la Mustang acquiert le statut de véritable muscle car avec les différentes variantes sportives produites par Shelby et par Ford. Avec le succès des pony cars, Chrysler travaille sur un nouveau châssis conçu par les ingénieurs de Plymouth pour développer sa propre pony car, la Dodge Challenger. Sort alors la Dodge Challenger qui est une voiture plus luxueuse et plus chère que la Barracuda. Elle offre également plus d'espace à l'intérieur pour les occupants, mais c'est là où s'arrêtent les différences techniques. Car les voitures sont très semblables aussi bien du point de vue mécanique que de l'esthétique extérieure. La Dodge se distingue toutefois par sa partie frontale dotée de phares doubles. Elle arrive sur le marché en deux versions, le modèle de base et le modèle le plus puissant, RT, pour Road and Track. La version RT peut être alors équipée du moteur EMI dérivé des blocs de compétition et propose alors différents capots avant avec davantage d'entrée d'air et de plus grande taille, une nouvelle fois pour l'alimentation et le refroidissement du moteur. Sa sophistication et son équipement plus complet en font une rivale directe des modèles comme la Mercury Cougar ou Pontiac Firebird, dont les châssis sont directement issus de la Ford Mustang et Chevrolet Camaro. Comme Chevrolet, Pontiac veut sa place parmi les pony cars et développe alors la Firebird. La Firebird avait un style plus recherché, un capot plus démonstratif, une calandre chromée et l'énorme emblème qui trône au milieu. Tout comme la Camaro, les clients avaient plusieurs choix de versions à l'achat de leur voiture, avec notamment la version la plus puissante, la Trans Am. Le succès de cette version Trans Am a amené Pontiac à changer sa gamme pour la deuxième génération sortie en 1970. Mais les pony cars de luxe sont également arrivés chez Ford avec la Mercury Cougar. Lancée en 1967, elle est montée sur la même plateforme que la Ford Mustang afin de réduire les coûts de production.
Les deux voitures sont néanmoins très différentes car la Mercury est plus longue, ce qui augmente considérablement l'espace entre les sièges arrière. L'aspect de la carrosserie diffère également par son avant constitué d'une calandre à barre verticale et des phares escamotables qui lui vaudra le surnom de rasoir électrique. Mercury tient particulièrement à donner à la Cougar une orientation plus luxueuse que la Mustang, plus en accord avec la philosophie de la marque. Mais en 1969, la Mercury Cougar devient disponible en version Eliminator. Cette option permet d'avoir accès aux moteurs les plus puissants, notamment celui de la Ford Mustang Boss 302, mais également celui utilisé sur les Cobra, directement dérivé du moteur Ford 427 de compétition. En une décennie, les pony cars ont donc évolué tant sur le plan esthétique que mécanique. Comme la Plymouth Barracuda qui, sortie en 1964, va s'affirmer stylistiquement jusqu'à la fin de sa production en 1974. La Mustang, elle, possède dès le début une recette gagnante. La ligne est déjà réussite et va donc s'affiner jusqu'en 1971 où le style a dû s'adapter à la volonté des clients désirant une Mustang plus grosse et plus luxueuse. Sa grande rivale, la Chevrolet Camaro, va elle aussi évoluer timidement jusqu'à la deuxième génération, apparue en 1970, qui inaugure un nouveau style très différent de la première génération. La Pontiac Trans Am va de son côté perfectionner sa ligne, notamment sur la deuxième génération qui va être vendue au catalogue pendant près de 11 ans. Dans le groupe Chrysler, c'est la Challenger qui s'occupe de la place de pony car de luxe. Avec une ligne simple et efficace, celle-ci ne va que peu changer jusqu'en 1972, dont les changements esthétiques donnent une toute autre allure à la voiture. Quant à la Mercury Cougar, elle gardera son style avec des touches de plus en plus subtiles qui la rendent légèrement plus luxueuse d'année en année. Mais cette irrésistible escalade de la puissance ne durera qu'un temps. La popularité des muscle cars et des pony cars décline dans le début des années 70 en raison de plusieurs facteurs comme la crise pétrolière, les normes anti-pollution ou encore l'augmentation des prix des assurances. Car conçues pour être légères, les voitures n'étaient pas extrêmement solides et avaient de gros problèmes de sécurité. Ces voitures de sport sont donc rapidement devenues inabordables et peu pratiques. Les muscle cars et les pony cars sont aujourd'hui activement collectionnés et restaurés par une communauté très active de passionnés qui partout dans le monde vivent cette passion avec un grand enthousiasme. La popularité de ces voitures revient en force dans les années 2000 avec une vague néo-rétro où les Ford Mustang, Chevrolet Camaro et Dodge Challenger reviennent sur le devant de la scène, mais pour ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Avant le résumé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et surtout dites-moi en commentaire quel est votre pony car cité dans la vidéo préféré. Pour résumer, les muscle cars étant vendus trop cher pour les jeunes, le marché des petites voitures sportives a été inauguré par la Plymouth Barracuda. Mais 2 semaines plus tard, c'est une des voitures les plus iconiques de la culture américaine qui voit le jour, la Ford Mustang, dont le succès ouvre la voie à des pony cars aux performances plus radicales. Après la création de ces petites sportives, il manque alors un dernier maillon à la chaîne, des pony cars plus luxueuses, un marché comblé par les Mercury Cougar, Dodge Challenger ou encore Pontiac Firebird. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao!